Pourquoi est-il possible d'être aux côtés de quelqu'un que vous aimez et de ne ressentir absolument rien, ni colère, ni tristesse, ni chagrin, juste un vide poli, comme si quelque chose en vous s'était éteint sans prévenir. Et le plus troublant, vous ne savez même pas quand cela s'est produit. Quelqu'un est assis à table, il y a des voix autour, des rires peut-être, des conversations sur le travail, sur le temps, sur les projets pour le week-end. Ce sont des personnes que vous connaissez depuis des années, des personnes que techniquement cette personne aime. La mère passe un plat. Le père raconte une histoire déjà entendue 3 fois. Quelqu'un pose une question directe et la réponse vient avec le ton juste, le sourire approprié, l'attention attendue. Tout fonctionne. Tout est à sa place. Et pourtant, il y a une absence. Pas totale. Une partie est présente, la partie qui mâche, qui répond, qui fait signe. Mais il y a une autre partie, beaucoup plus profonde, qui est à des kilomètres de là, observant de loin comme quelqu'un qui regarde un film auquel il ne croit plus. Ce phénomène a un nom, et ce n'est pas ce qu'il semble être. Ce n'est pas de la dépression, même si cela peut y ressembler. Ce n'est pas un manque de caractère, même si cela génère une culpabilité intense. C'est quelque chose qu'Alan Watts, philosophe qui a consacré sa vie à démasquer les illusions sociales, a identifié comme un effondrement de la performance émotionnelle. Et cela se produit toujours dans le même type de relations, celles dans lesquelles il n'a jamais été possible d'être complètement authentique. Le vide n'apparaît pas de nulle part. C'est le résultat accumulé d'années passées à feindre un enthousiasme inexistant, à fabriquer de la chaleur émotionnelle à la demande, à sourire alors qu'à l'intérieur, il n'y avait que de la fatigue. Cela est fait si bien pendant si longtemps que finalement la capacité à ressentir sincèrement commence à s'effondrer, non pas parce que la personne est froide, mais parce que l'âme a ses limites. Et lorsque cette limite est dépassée, elle n'explose pas de colère. Elle se déconnecte simplement, pour se protéger, pour survivre, et le plus effrayant, c'est que cela n'arrive pas à tout le monde, seulement à ceux qui sont les plus proches, parce que ce sont eux qui exigent la performance la plus intense et la plus constante. Si cette dynamique vous semble familière, que ce soit parce que vous l'avez vécue vous-même ou parce que vous l'avez observée chez un membre de votre famille qui semble distant, apathique, émotionnellement inaccessible, cette vidéo va vous révéler quelque chose de fondamental. Ce vide n'est pas une fin en soi, c'est un symptôme. Le symptôme d'un mécanisme psychologique qu'Alan Watts a appelé l'ego social performatif, la version édulcorée que les gens construisent pour survivre dans des environnements où être authentique a un coût trop élevé. Ce qui sera révélé ici n'est pas une technique pour retrouver des sentiments perdus, c'est le diagnostic de la raison pour laquelle certaines personnes cessent de ressentir. Et plus important encore, pourquoi cela arrive-t-il précisément à ceux qui devraient susciter le plus d'affection? Parce qu'il existe une logique interne à cet engourdissement, une logique cruelle, mais parfaitement compréhensible. Et comprendre cette logique est la seule façon possible de sortir de ce vide sans prétendre qu'il n'existe pas. La vraie question n'est pas « pourquoi ne ressentons rien ?» Elle est « qu'est-ce qui était ressenti et qui a forcé la déconnexion de tout ?» La performance a commencé tôt. Vous ne vous souvenez peut-être pas du moment exact, mais à un moment donné de votre enfance, vous avez appris une leçon qui n'a jamais été dite à voix haute. Exister ne suffit pas. Vous devez exister d'une manière spécifique, d'une manière qui plaise, qui rassure, qui ne dérange pas trop. Vous avez remarqué que lorsque vous riez d'une certaine manière, votre mère vous souriait en retour. Lorsque vous restiez silencieux à certains moments, votre père vous félicitait d'être mature. Lorsque vous étiez d'accord, lorsque vous obéissiez, lorsque vous adaptiez votre voix au ton attendu, quelque chose se produisait. Vous étiez vu, approuvé, aimé, peut-être, ou du moins, vous n'étiez pas rejeté. Et pour un enfant, ne pas être rejeté est ce qui se rapproche le plus de la sécurité. Alors vous avez appris à jouer la comédie, non pas parce que vous étiez manipulateur ou faux, mais parce que vous étiez intelligent. Vous avez compris, avant même d'avoir les mots pour le dire, que certaines versions de vous-même étaient les bienvenues, et d'autres non, qu'il y avait un vous acceptable et un vous qui mettait mal à l'aise. Et comme tout être humain qui veut survivre émotionnellement, vous avez choisi d'être la version acceptable, toujours. Ce n'est pas propre aux familles dysfonctionnelles. Cela se produit aussi dans les foyers aimants. Cela se produit dans toutes les structures sociales. Parce que vivre en groupe exige un certain niveau d'adaptation. Le problème n'est pas l'adaptation en soi. Le problème, c'est quand l'adaptation devient permanente. Quand vous passez tellement de temps à jouer un rôle que vous oubliez qu'il y a quelqu'un derrière le personnage. Alan Watts
appelait cela le moi social, le masque que vous portez pour évoluer dans le monde. Et il expliquait que ce masque n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est un outil de survie. Le problème, disait Watts, c'est que la plupart des gens confondent le masque et le visage. Ils passent tellement de temps sur scène qu'ils en oublient qu'il existe une vie en dehors. Et lorsque cela se produit dans les relations les plus intimes, à la maison, avec la famille, avec ceux qui devraient vous connaître vraiment, quelque chose se brise à l'intérieur. Car pour établir des relations authentiques, il faut parfois sortir de son personnage. Cela exige des moments de réelle vulnérabilité, d'exposition sans retouche, de présence sans calcul. Mais si vous avez passé des années à apprendre qu'il est dangereux d'être vu tel que vous êtes, que montrer vos côtés inconvenants engendre le rejet, vous n'y arrivez tout simplement pas. Vous restez sur scène, vous continuez à jouer la comédie. Et finalement, la scène devient votre seule réalité. Pensez au nombre de conversations que vous avez où vous savez déjà ce que vous allez dire avant même d'ouvrir la bouche. Combien d'interactions où votre corps est là, mais où votre esprit ne fait que suivre un script automatique. Combien de fois vous riez parce que c'est le moment approprié de rire, et non parce que quelque chose vous a véritablement touché. Combien de fois vous dites « je vais bien » et vous réalisez avec un vague malaise que vous ne savez même plus si c'est vrai ou non, parce que cela fait si longtemps que vous avez cessé de vérifier. C'est l'épuisement que personne ne voit, l'épuisement de ne jamais se reposer, de ne jamais lâcher prise, d'être toujours attentif au prochain geste, à la prochaine phrase, au prochain ajustement que vous devez faire pour conserver l'approbation, pour éviter les conflits, pour ne pas décevoir. C'est un travail émotionnel invisible et constant, et il vous épuise d'une manière qu'aucun travail physique ne peut égaler. Car lorsque vous incarnez un personnage pendant suffisamment longtemps, quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à interagir non pas avec des personnes réelles, mais avec les versions que vous avez créées d'elles dans votre tête. Votre mère cesse d'être une personne complexe et contradictoire. Elle devient un rôle que vous avez appris à jouer à ses côtés. Le fils qui la rassure, qui ne pose pas trop de questions, qui maintient la paix. Votre père cesse d'être un individu avec ses propres blessures et ses propres peurs. Il devient un public que vous avez appris à impressionner ou à éviter. Et ils font de même avec vous. Ils ont eux aussi une version de vous dans leur tête. Une version qui répond à leurs besoins émotionnels, qui répond à leurs attentes, qui correspond au rôle qui vous a été attribué dès votre plus jeune âge. Fils responsable, fille attentionnée, un frère drôle, une sœur sensée. Ces rôles ont été distribués sans audition, sans consentement. Et vous les avez acceptés parce qu'il semblait que c'était ce qui maintenait la structure en place. Donc, en fin de compte, ce que vous avez, ce ne sont pas des relations. Ce sont des accords tacites, des contrats émotionnels non signés. Je fais semblant d'être celui que vous avez besoin que je sois. Vous faites semblant d'être celui que j'ai besoin que vous soyez. Et tant que personne ne sort de son personnage, tant que personne ne remet en question le scénario, tout fonctionne. La famille fonctionne, l'amitié fonctionne, la relation fonctionne, jusqu'au jour où cela ne fonctionne plus. Car il y a une limite au temps pendant lequel vous pouvez maintenir une performance sans vous effondrer. Il arrive un moment où le personnage devient trop lourd à porter, où sourire automatiquement fait plus de mal que de bien. Ou répondre avec le ton juste demande un effort que vous n'avez tout simplement plus. Et puis vient le vide, non pas parce que vous avez cessé d'aimer, mais parce que vous n'avez jamais été en relation avec de vraies personnes. Vous étiez en relation avec des versions éditées, avec des personnages, et les personnages ne suscitent pas d'émotions authentiques. Ils ne suscitent que de la fatigue. Ce que vous avez perdu, ce n'est pas la capacité de ressentir de la joie. Ce que vous avez perdu, c'est la capacité de continuer à faire semblant que cette performance était de la joie. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti bien lors d'une réunion de famille? C'était peut-être il y a des années. C'était peut-être à une époque où vous croyiez encore que cela, la convivialité, le rituel, la proximité physique, suffisait à créer un lien. Vous regardez en arrière et vous vous souvenez des sourires, des rires, des moments qui semblaient légers. Et vous vous demandez, où cela s'est-il perdu? Mais la bonne question n'est pas où cela s'est perdu. La bonne question est, était-ce réel? Alan Watts faisait une distinction brutale entre le plaisir authentique et le soulagement temporaire. Il disait que la plupart de ce que nous appelons le bonheur n'est rien d'autre qu'une cessation momentanée de l'inconfort. Vous avez faim, vous mangez et vous ressentez du plaisir. Mais remarquez, le plaisir dépend de la faim. Sans la faim préalable, manger n'est qu'un acte mécanique. Vous vous sentez seul, quelqu'un vous prête attention,
et vous ressentez de la joie. Mais la joie dépend de la solitude préalable. Sans le malaise préalable, l'attention ne vous touche pas. Cela signifie que ce que vous ressentiez n'était pas de la joie en soi. C'était le soulagement d'avoir comblé un manque, d'avoir évité une douleur, d'avoir répondu à une attente et, ce faisant, d'avoir échappé à l'anxiété de ne pas y avoir répondu. Appliquez maintenant cela à vos relations. Ce sentiment de joie, lorsque vous êtes avec votre famille, était-ce vraiment de la joie? Ou était-ce le soulagement de n'avoir déçu personne, le soulagement d'être venu, d'avoir dit les bonnes choses, d'avoir maintenu le niveau de performance attendu? Ce sentiment de connexion lorsque vous discutez avec des amis, était-ce vraiment de la connexion? Ou était-ce le soulagement de ne pas être seul, d'avoir été validé, d'avoir confirmé que vous êtes toujours accepté, que vous faites toujours partie du groupe? Cette distinction semble minime, mais elle est dévastatrice, car si ce que vous ressentiez n'était que du soulagement, alors ce que vous avez perdu n'était pas la capacité de ressentir. Ce que vous avez perdu, c'est le besoin constant d'être approuvé. Et lorsque ce besoin diminue, lorsque vous cessez de rechercher la validation extérieure avec la même urgence qu'auparavant, le soulagement disparaît, et à sa place, il ne reste que le vide. Mais ce vide n'est pas une absence d'émotion, c'est l'absence de dépendance émotionnelle déguisée en affection. Pensez à la façon dont cela fonctionnait. Vous vous rendiez à une réunion de famille avec une attente implicite. Je dois me comporter d'une certaine manière, je dois être agréable, je dois éviter certains sujets, je dois montrer que je vais bien, que je grandis, que je suis à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Et lorsque vous y parveniez, lorsque la soirée se terminait sans conflit, sans déception visible, sans tensions apparentes, vous ressentiez quelque chose, un certain soulagement, une légère satisfaction. Vous aviez rempli votre contrat, et pendant des années, vous avez confondu ce soulagement avec de l'amour, parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il associe les sensations. Si, chaque fois que vous êtes avec certaines personnes, vous ressentez un soulagement à la fin de la rencontre, votre esprit enregistre « ces personnes me font du bien ». Mais ce qui se passe réellement, c'est que ces personnes cessent de me demander des comptes lorsque je remplis mon rôle. Et le soulagement de ne plus être sollicité, vous l'avez appelé joie. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous commencez à vous en rendre compte? Lorsque vous commencez à voir que la majeure partie de ce que vous appelez connexion est en fait un échange de performance. Lorsque vous comprenez que la chaleur que vous ressentiez n'était pas une chaleur authentique, mais seulement l'absence temporaire de froideur, la performance cesse de fonctionner. Parce que vous ne pouvez plus vous leurrer, vous ne pouvez plus appeler joie ce que vous reconnaissez désormais comme un soulagement conditionné. Vous allez dîner, vous faites les mêmes gestes, vous dites les mêmes choses, mais vous ne ressentez rien, parce que vous savez que rien de tout cela n'est réel, c'est du théâtre. Et une fois que vous voyez le théâtre, vous ne pouvez plus être ému par la pièce. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du désamour, c'est de la lucidité. Et la lucidité, surtout au début, fait mal comme une plaie à vif, parce que cela signifie regarder les personnes que vous aimez, ou que vous avez toujours cru aimer, et réaliser qu'une grande partie de ce que vous ressentiez pour elles était en fait de la peur, peur de les décevoir, peur d'être jugé, peur de perdre leur approbation. Et lorsque vous organisiez votre comportement de manière à éviter ces peurs, lorsque vous parveniez à passer le rendez-vous sans déclencher aucune d'entre elles, vous respiriez de soulagement, et vous appeliez ce soulagement de l'amour. Mais l'amour ne devrait pas vous soulager à la fin. L'amour devrait vous rendre présent pendant. Alors, que reste-t-il lorsque le soulagement disparaît? Quand vous cessez de rechercher l'approbation avec tant d'urgence et par conséquent, cessez de ressentir du soulagement lorsque vous l'obtenez. Ce qui reste est exactement ce que vous ressentez maintenant. Rien. Un immense vide, là où il y avait auparavant un sentiment que vous confondiez avec de l'affection. Et ce vide est terrifiant parce qu'il révèle quelque chose que vous avez toujours su mais que vous n'avez jamais voulu admettre. Peut-être n'avez-vous jamais vraiment été en connexion avec ces personnes. Peut-être n'avez-vous fait que jouer un rôle à leur côté. Alan Watts disait que la plupart des relations humaines ne sont rien d'autre que deux égos performatifs qui se valident mutuellement. Je fais semblant d'être impressionnant. Vous faites semblant d'être impressionné. Je fais semblant de vous admirer. Vous faites semblant d'être admirable. Et vous quittez tous les deux la rencontre avec le sentiment que quelque chose s'est passé. Mais rien ne s'est passé. Ce n'était qu'un échange de masques bien élevé. Et tant que vous croyez aux masques, tant que vous arrivez encore à vous émouvoir devant la performance, tout semble fonctionner. Mais lorsque vous voyez les masques pour ce qu'ils sont, de simples masques,
l'émotion disparaît. Et il ne reste que la fatigue. La fatigue d'avoir joué la comédie pendant si longtemps. La fatigue de n'avoir jamais été vu tel que vous êtes vraiment. La fatigue de n'avoir jamais vu personne pour de vrai. Car si vous étiez sur scène, eux aussi. Si vous cachiez des parties de vous-même pour être acceptés, eux aussi. Et ce que vous appeliez la coexistence était en fait un accord tacite. Personne n'enlève son masque. Personne ne brise le charme. Personne ne demande si c'est réel. Jusqu'à ce que vous posiez la question, même si ce n'est qu'à vous-même. Et là, tout s'écroule. Il y a un moment précis où tout change. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de dispute ouverte. C'est juste une perception silencieuse qui surgit un jour comme un autre, au cours d'une conversation comme une autre, avec des gens que vous connaissez depuis des années. Vous êtes là, vous dites les bonnes choses, vous riez aux moments appropriés, vous gardez le ton que vous avez toujours eu, et soudain, quelque chose en vous abandonne tout simplement. Pas par rébellion, pas par colère, mais par pur épuisement. Vous réalisez que vous ne pouvez plus supporter une minute de plus cette comédie, que vous n'avez plus l'énergie de sourire une fois de plus sans le ressentir, que chaque geste automatique vous coûte plus que vous ne pouvez vous le permettre, et vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous vous arrêtez. Vous ne vous arrêtez pas de manière visible. Vous ne vous levez pas et ne quittez pas la pièce. Vous ne criez pas et ne pleurez pas. À l'extérieur, tout reste pareil, mais à l'intérieur, vous vous déconnectez. Vous vous déconnectez tout simplement. Comme si quelqu'un avait coupé l'énergie qui alimentait le personnage. Et ce qui reste à la place, c'est une sorte de présence minimale. Vous répondez quand on vous pose des questions. Vous faites un signe de la main quand c'est nécessaire, mais il n'y a rien d'autre. Aucune chaleur, aucune vitalité, seulement la version la plus basique de vous-même, respectant le protocole minimum pour que l'interaction ne s'effondre pas. Et puis vient le vide. Pas le vide abstrait, philosophique, mais le vide concret, la sensation physique d'être émotionnellement anesthésié, comme s'il y avait une épaisse vitre qui vous séparait du monde. Vous voyez les gens, vous entendez ce qu'ils disent, mais rien de tout cela ne vous touche. C'est comme regarder un film auquel vous ne croyez plus. Vous savez que vous devriez ressentir quelque chose, mais vous ne ressentez tout simplement rien, et cela vous terrifie. Car si vous ne ressentez rien, que reste-t-il? Si ces personnes ne suscitent plus d'émotions sincères en vous, qu'est-ce que cela dit de vous? Êtes-vous devenu froid? Êtes-vous devenu insensible? Avez-vous perdu la capacité d'aimer? Mais la vérité est bien plus étrange et, d'une certaine manière, bien plus libératrice que cela. Alan Watts expliquait que l'ego performatif, ce moi social que vous avez construit pour évoluer dans le monde, n'est pas viable indéfiniment. Il consomme de l'énergie vitale. Il exige que vous soyez constamment attentif, constamment ajusté, constamment en contrôle. Et lorsque vous passez des années, voire des décennies, à maintenir cette performance sans relâche, le système finit par s'effondrer. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'aucun être humain n'est fait pour vivre en permanence sur scène. Et ce que vous appelez le vide, l'anesthésie émotionnelle, n'est pas une pathologie, c'est une protection. C'est votre organisme qui vous dit « Je n'en peux plus de faire semblant. Je n'en peux plus de dépenser de l'énergie pour maintenir une version édulcorée de moi-même. J'ai besoin d'arrêter. » Et la façon dont votre corps a trouvé pour vous faire arrêter, c'est celle-ci. Désactivez votre capacité à continuer à jouer la comédie. Vous n'avez pas perdu la capacité de ressentir. Vous avez perdu la capacité de faire semblant de ressentir. Et il y a une différence énorme entre ces deux choses. Pensez au nombre de fois ces dernières années où vous avez dit « je t'aime » sans ressentir le poids réel de ces mots. Combien de fois avez-vous pris quelqu'un dans vos bras simplement parce que c'était le geste attendu? Combien de fois avez-vous montré de l'enthousiasme, de l'intérêt, de l'inquiétude, non pas parce que vous le ressentiez vraiment, mais parce que c'était ce qu'on attendait de vous dans ce rôle, dans ce contexte, dans cette relation. Vous étiez émotionnellement épuisé, mais vous continuiez à jouer la comédie parce que vous pensiez que c'était ce qui maintenait tout en place. Vous pensiez que si vous arrêtiez de faire semblant, les relations s'effondreraient. Et peut-être aviez-vous raison. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que vous vous effondriez avant. Alors votre corps a pris la décision à votre place. Il s'est déconnecté. Il s'est anesthésié. Il a créé une barrière entre vous et le monde, afin que vous cessiez de vous blesser en essayant de vous connecter là où aucune connexion réelle n'est possible. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la survie. Car il existe un type spécifique de solitude que seuls ceux qui la vivent connaissent. Ce n'est pas la solitude d'être seul, c'est la solitude d'être entouré et complètement invisible. C'est la solitude
d'être vu uniquement comme un personnage, jamais comme une personne. C'est la solitude de réaliser que personne autour de vous ne s'intéresse vraiment à qui vous êtes, mais seulement à qui vous acceptez d'être pour eux. Et quand vous réalisez cela, quelque chose se brise. Vous regardez les personnes qui devraient vous connaître mieux que quiconque, votre famille, vos amis de longue date, et vous réalisez qu'elles ne vous connaissent pas. Elles connaissent la version que vous leur avez montrée, la version éditée, la version sûre. Mais vous, le vrai vous, avec vos contradictions, vos peurs, vos côtés gênants, ce vous-là n'a jamais été invité à la table. Alors vous arrêtez d'essayer de le faire venir. Et le résultat est exactement ce que vous ressentez maintenant. Une présence physique, une absence émotionnelle. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous fonctionnez, mais vous ne vibrez pas. Vous jouez votre rôle, mais vous n'êtes pas ému par la pièce. Alan Watts appelait cela « vivre dans sa tête », vivre uniquement dans sa tête, déconnecté de son corps, déconnecté du moment présent, déconnecté de la vie qui se déroule autour de soi. Et il disait que cela arrive lorsque l'on passe trop de temps à être un concept de soi-même au lieu d'être simplement soi-même. Vous êtes devenu un concept, un enfant responsable, un ami fiable, une personne bien dans sa peau, et les concepts ne ressentent rien, les concepts ne vibrent pas. Les concepts n'existent que comme des idées dans la tête des gens. Mais vous n'êtes pas une idée, vous êtes un organisme vivant, avec des impulsions, des contradictions, des parties qui ne correspondent à aucun rôle social. Et ces parties ont été supprimées pendant si longtemps que maintenant, lorsque vous essayez d'y accéder, vous ne trouvez rien, seulement du vide. Mais ce vide n'est pas permanent. Ce vide est l'espace entre deux formes d'existence, entre le personnage que vous étiez et la personne que vous commencez à découvrir que vous êtes. Et rester dans cet espace est terrifiant, parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de rôle défini. Vous ne savez pas qui vous êtes lorsque vous ne jouez pas un rôle, parce que vous avez passé tellement de temps sur scène que vous avez oublié qu'il existe une vie en dehors de celle-ci. Alors vous restez suspendu, présent mais absent, vivant mais anesthésié, fonctionnant mais sans ressentir. Et tant que vous êtes dans cet état, tout ce que vous pouvez faire, c'est observer. Observez les gens autour de vous continuer à jouer un rôle. Observez les rituels sociaux qui vous engageaient auparavant et qui maintenant ne font que vous fatiguer. Observez votre propre absence d'émotion sans la juger, sans essayer de la réparer, sans essayer de forcer quoi que ce soit à revenir. Car le problème n'est pas l'absence d'émotion. Le problème était la présence d'une fausse émotion. Et maintenant que la fausse émotion a disparu, il ne reste que la vérité nue. Vous ne vous connectez pas sincèrement avec ces personnes. Et peut-être ne vous êtes-vous jamais connecté. Et cette vérité est dévastatrice. Mais elle est aussi libératrice. Car tant que vous étiez prisonnier de l'illusion, tant que vous croyiez encore que cette performance était de l'amour, vous ne pouviez rien faire. Mais maintenant que l'illusion est tombée, maintenant que vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement, vous avez le choix. Vous pouvez essayer de reconstruire la performance. Vous pouvez vous efforcer de ressentir à nouveau ce que vous prétendiez ressentir. Vous pouvez chercher une thérapie, des médicaments, des techniques de reconnexion émotionnelle, tout ce qui promet de ramener ce faux sentiment de joie. Ou vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus réel. Vous pouvez accepter que le vide n'est pas le problème. Le vide n'est que l'absence du mensonge. Et à la place du mensonge, quelque chose de nouveau peut émerger. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore, quelque chose qui ne dépend pas de la performance, de l'approbation, de la validation extérieure, quelque chose qui existe simplement parce que vous existez. Mais pour y arriver, vous devez traverser le vide, et ce n'est pas rapide, ce n'est pas confortable, et il n'y a pas de raccourci. Il y a eu un moment probablement dans votre enfance où vous étiez entier, pas dans le sens parfait ou complet, mais dans le sens non divisé. Vous ressentiez ce que vous ressentiez, vous vouliez ce que vous vouliez, vous réagissiez sans filtre, sans calcul, sans penser aux conséquences sociales de chaque geste. Vous ne vous souciez pas d'être aimé, vous l'étiez tout simplement, et cela suffisait. Puis quelque chose a changé. Vous avez appris qu'il n'était pas sûr d'être vous-même, que certaines réactions étaient inacceptables, que certains sentiments mettaient mal à l'aise les adultes qui vous entouraient, qu'il existait des versions de vous-même qui étaient bien accueillies et d'autres qui généraient des tensions, du silence, du rejet. Et comme vous étiez un enfant intelligent, vous avez fait ce que tout enfant intelligent aurait fait. Vous avez caché les parties gênantes. Vous avez réprimé les impulsions qui n'étaient pas les bienvenues. Vous avez appris à moduler votre ton, votre rire,
votre présence. Vous avez appris à être la version qui fonctionnait, et cette version a si bien fonctionné qu'avec le temps, vous avez oublié qu'il ne s'agissait que d'une version. Vous avez oublié qu'il y a quelqu'un en dessous, quelqu'un qui ressent des choses que vous ne vous autorisez pas à ressentir, quelqu'un qui veut des choses que vous jugez inappropriées, quelqu'un qui réagit d'une manière que vous avez appris à réprimer, avant même qu'elle ne fasse surface. Cette personne n'a pas disparu, elle a simplement été exilée, bannie dans un endroit en vous où elle ne dérange personne, où elle ne menace pas votre performance, où elle ne compromet pas votre acceptation sociale. Et pendant des années, cela a fonctionné, jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir le vide, car le vide que vous ressentez actuellement n'est pas une absence d'émotion, c'est une absence de contact avec celui qui ressent vraiment. Vous n'avez pas perdu la capacité d'être ému, vous avez perdu le contact avec la partie de vous qui est sincèrement émue. Alan Watts faisait une distinction fondamentale entre le moi authentique et le moi social. Le moi authentique est celui qui existe avant toute performance, avant tout rôle, avant tout ajustement. C'est la conscience pure qui observe, ressent, existe, sans avoir besoin d'être quelque chose de spécifique pour qui que ce soit. Le moi social, quant à lui, est le personnage que vous construisez pour naviguer dans le monde. Et Watts disait quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Plus vous passez de temps à être le moi social, plus vous vous éloignez du moi authentique, jusqu'à ce que finalement, vous oubliez qu'il existe. Et c'est exactement ce qui vous est arrivé. Vous avez passé tellement de temps à être un fils, un ami, un partenaire, un professionnel, à remplir des rôles, à répondre à des attentes, à vous adapter aux besoins émotionnels des autres, que vous avez complètement perdu le contact avec qui vous êtes lorsque vous n'êtes rien de tout cela. Et maintenant, lorsque vous essayez de vous connecter émotionnellement à quelqu'un, vous ne trouvez rien, parce que le personnage ne ressent rien. Le personnage ne fait que représenter ce qu'il serait approprié de ressentir. Mais vous, le vrai vous, êtes tellement enfoui, tellement exilé, que vous ne pouvez pas émerger. Vous êtes prisonnier d'années de conditionnement, de suppression, d'ajustements automatiques. Il ne reste donc que le vide, le sentiment d'être présent mais absent, d'être vivant mais de ne pas se sentir vivant. Et la grande illusion est de penser que le problème vient des autres, qu'ils ne vous stimulent pas, qu'ils ne vous comprennent pas, qu'ils sont devenus ennuyeux, prévisibles, distants. Mais la vérité est que le problème n'a jamais été eux. Le problème est que vous interagissez à travers le personnage, et les personnages ne peuvent se connecter à rien de réel, ils ne peuvent se connecter qu'à d'autres personnages. C'est le théâtre qui répond au théâtre, la performance qui valide la performance. Et quand vous vous en rendez compte, quand vous voyez vraiment que vous avez passé des années à interagir uniquement à travers des masques, quelque chose de terrible et de nécessaire se produit. Vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus faire semblant d'une intimité qui n'existe pas. Vous ne pouvez plus simuler l'enthousiasme. Vous ne pouvez plus représenter une affection que vous ne ressentez pas. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de l'honnêteté brutale. Car il y a une différence entre aimer quelqu'un et être émotionnellement dépendant de l'approbation de cette personne. La plupart de ce que vous appelez amour est en fait une dépendance émotionnelle déguisée. Vous avez besoin que certaines personnes vous voient d'une certaine manière. Vous avez besoin de leur validation. Vous avez besoin de confirmer à plusieurs reprises que vous êtes toujours accepté, toujours apprécié, toujours suffisant. Et lorsque vous organisez tout votre comportement autour de ce besoin, lorsque vous supprimez des parties de vous-même pour garantir l'approbation, vous appelez cela de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur d'être abandonné, la peur d'être considéré comme insuffisant, la peur que si vous montriez qui vous êtes vraiment, personne ne resterait. Alors vous ne le montrez jamais, vous maintenez la performance. Et vous appelez l'absence de rejet de l'amour. Mais le véritable amour, la connexion authentique, exige le contraire. Il exige que vous vous montriez sans masque, que vous vous exposiez sans garantie, que vous montriez les parties gênantes, celles qui ne cadrent avec aucun rôle flatteur, celles que vous avez toujours cachées parce que vous les jugiez inacceptables. Et c'est là que survient la terreur. Car si vous faites cela, si vous vous montrez vraiment, que se passera-t-il s'il ne reste pas? Que se passera-t-il si la personne que vous êtes vraiment ne suffit pas? Que se passera-t-il si, sans le masque, il ne reste plus rien qui les lie à vous? Cette peur est si grande que vous préférez rester dans le vide, vous préférez rester anesthésié, parce qu'au moins ainsi, vous êtes en sécurité. Au moins ainsi, personne ne vous rejette vraiment, parce que personne ne vous voit vraiment. Mais cela a un coût,
Le coup est exactement ce que vous vivez actuellement. Le sentiment d'être mort à l'intérieur, de ne rien ressentir de sincère pour personne, de fonctionner mais de ne pas vivre, d'exister mais de ne pas être présent. Et ce coup ne fait qu'augmenter avec le temps. Car plus vous repoussez la rencontre avec qui vous êtes vraiment, plus le vide s'approfondit. Plus vous vous éloignez de toute possibilité de connexion réelle, et plus vous devenez solitaire, non pas parce que vous êtes seul, mais parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous connaissent pas. Si vous reconnaissez ce schéma, si vous voyez que vous avez passé des années à jouer un rôle et que vous ne savez plus qui vous êtes sans cette performance, laissez un commentaire. Quand était la dernière fois que vous vous êtes senti véritablement vous-même auprès de quelqu'un? Je ne vous demande pas une réponse élaborée, juste une réflexion honnête, parce que nommer cela est déjà le premier pas pour sortir du théâtre. Et si vous voulez continuer à explorer ces schémas invisibles qui façonnent votre vie émotionnelle, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce que nous faisons ici n'est pas de l'auto-assistance, c'est de la reconnaissance. C'est nommer ce qui a toujours fonctionné en silence. Et parfois, le simple fait de nommer quelque chose suffit à le faire bouger. Alors la question qui reste n'est pas « Comment retrouver la joie que je ressentais avant ?» La question est « Qui suis-je quand je n'essaie pas d'être quelque chose pour quelqu'un d'autre ?» Et cette question n'a pas de réponse rapide. Car pour y répondre, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devez cesser de rechercher la validation extérieure. Vous devez cesser de mesurer votre valeur à l'aune de la réaction des autres. Vous devez cesser de construire votre identité sur la base de rôles sociaux. Et lorsque vous arrêtez tout cela, lorsque vous arrêtez vraiment, ce qui reste au début, c'est le vide. Ce vide immense que vous essayez d'éviter. Mais si vous restez là, si vous n'essayez pas de combler immédiatement ce vide par de nouvelles performances, de nouvelles recherches, de nouveaux rôles, quelque chose commence à émerger, quelque chose de calme, quelque chose de simple, quelque chose qui a toujours été là, mais que vous n'avez jamais pu entendre parce que vous étiez trop occupé à jouer un rôle. C'est votre propre voix, pas la voix que vous utilisez pour plaire, pas la voix que vous avez modulée pour être acceptée, mais la voix qui existe avant tout ajustement. La voix qui sait ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, ce qui compte vraiment quand personne ne vous regarde. Et entendre cette voix pour la première fois après des années de silence est à la fois terrifiant et libérateur, car elle peut dire des choses que vous ne voulez pas entendre. Elle peut révéler que vous n'aimez pas certaines personnes comme vous pensez devoir les aimer. Elle peut montrer que vous êtes dans des endroits où vous ne voulez pas être. Elle peut exposer que vous avez construit toute une vie sur des attentes extérieures et que vous avez oublié de vous demander ce que vous voulez vraiment. Mais elle peut aussi vous reconnecter à quelque chose que vous avez perdu il y a longtemps, le sentiment d'être vivant. Pas la joie artificielle des performances réussies, mais la présence simple et brute d'être ici, maintenant, en ressentant ce que vous ressentez vraiment, sans filtre, sans retouche, sans peur. Et cette présence ne dépend de personne. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle n'a pas besoin d'un public. Elle est simplement là. Et peut-être, juste peut-être, est-ce ce que vous recherchez depuis tout ce temps. Vous êtes dans un endroit étrange en ce moment. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas exactement de la souffrance. C'est quelque chose de plus déconcertant. C'est l'absence de repères. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus continuer à jouer la comédie. Vous ne voulez plus continuer à faire semblant. Vous ne voulez plus appeler le soulagement « joie ». Mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Vous ne savez pas qui vous êtes sans votre personnage. Vous ne savez pas comment interagir sans votre performance. Et cela vous laisse en suspens. Alan Watts utilisait une image puissante pour décrire cet état. Il disait « Imaginez que vous ayez passé toute votre vie dans une pièce éclairée par des bougies. La lumière des bougies crée des ombres sur les murs, des formes dansantes, des motifs intéressants, des images qui vous fascinent. Vous passez des heures à observer ces ombres, à essayer de comprendre leurs mouvements, à leur trouver un sens. Et puis, un jour, quelqu'un ouvre une porte et la lumière du soleil entre. Au début, la lumière est si intense que vous ne voyez rien. Tout devient blanc, délavé, informe. Et les ombres qui vous fascinaient, elles ont complètement disparu. Vous regardez les murs et vous ne voyez plus rien. Seulement une clarté uniforme, sans les motifs intéressants qui retenaient votre attention. Et vous pensez, j'ai tout perdu. La lumière a détruit les ombres. Et sans les ombres, il n'y a rien à voir. Mais vous n'avez rien perdu. Vos yeux ne se sont simplement pas encore adaptés. Car ce que la lumière du soleil révèle, ce ne sont pas des ombres. C'est la réalité directe.
sans filtre, sans distorsion, sans les projections que créait la lumière limitée de la bougie. Et cette réalité est infiniment plus riche que les ombres. Mais c'est une richesse différente. Elle n'a pas le même drame, elle n'a pas la même qualité spectaculaire. C'est quelque chose de complètement différent. Et vous êtes exactement à ce stade. Entre la lumière de la bougie et la lumière du soleil, vous n'êtes plus fasciné par les ombres, par les performances relationnelles, par les jeux sociaux, par les validations externes qui vous motivaient auparavant. Mais vous ne pouvez pas encore voir ce que la lumière directe révèle. Vous restez donc dans cet état intermédiaire, sans ombre, sans clarté, juste une blancheur vide qui vous trouble et vous effraie. Et votre première réaction est d'essayer de retourner dans la pièce avec des bougies. Vous essayez de retrouver la performance. Vous essayez de vous forcer à ressentir les choses que vous pensiez ressentir auparavant. Vous essayez de renouer avec les gens en utilisant les mêmes stratégies que vous avez toujours utilisées. Vous allez à des réunions de famille en espérant que quelque chose de magique se produise, que vous ressentiez soudainement à nouveau cette fausse joie. Vous forcez les sourires, vous forcez l'enthousiasme, vous forcez l'intérêt. Mais cela ne fonctionne pas, parce que vous en avez trop vu, vous avez trop compris. Et une fois que vous voyez que les ombres ne sont que des ombres, vous ne pouvez plus vous en émouvoir. C'est comme regarder un film dont vous connaissez déjà le dénouement. Vous pouvez même vous asseoir et le regarder à nouveau, mais vous ne ressentirez pas la même chose. La magie a disparu. Vous essayez alors une autre stratégie, augmenter l'intensité. Si les anciens stimuli ne fonctionnent plus, vous avez peut-être besoin de stimuli plus forts, des relations plus intenses, des expériences plus dramatiques, des conversations plus profondes, des conflits plus explicites, tout ce qui vous fait ressentir quelque chose, qui vous sort de ce vide anesthésié. Et pendant un moment, ça marche. L'intensité vous réveille. Elle vous fait vous sentir vivant à nouveau. Mais remarquez, ce n'est pas une joie authentique, ce n'est que de l'agitation. C'est votre système nerveux qui réagit à des stimuli forts. Et dès que l'intensité disparaît, vous revenez au même endroit, le même vide, la même absence. Car le problème n'a jamais été le manque de stimuli. Le problème, c'est que vous essayez de ressentir à travers le personnage. Et le personnage ne ressent rien. Le personnage ne fait que réagir. Watts disait quelque chose de brutal à ce sujet. La plupart des gens confondent agitation et vitalité. Ils confondent drame et profondeur. Ils confondent intensité et signification. Et ils passent leur vie entière à s'agiter, à créer des drames, à rechercher des intensités toujours plus grandes, parce qu'ils ont oublié ce que c'est que d'être simplement présent, simplement être. Et être, sans toute cette agitation, semble être la mort pour ceux qui n'ont jamais essayé. Alors vous désespérez, parce que si vous ne pouvez pas retourner dans l'ombre et que vous ne pouvez pas non plus voir en plein soleil, où allez-vous? Que faites-vous? Comment traversez-vous ce vide sans repère, sans structure, sans savoir ce qui vient après? La réponse est la plus difficile de toutes. Vous ne traversez pas, vous restez dans le vide sans essayer de le réparer, sans essayer de le combler, sans essayer de l'expliquer ou de le transformer en quelque chose de plus confortable. Vous restez simplement là, mal à l'aise, désorienté, sans savoir qui vous êtes ni ce que vous ressentez, et vous laissez les choses être exactement ce qu'elles sont. Et cela va à l'encontre de tout votre conditionnement, car on vous a appris toute votre vie que le malaise est un problème, que le vide doit être comblé, que la confusion doit être résolue. Alors vous passez vos journées à essayer de remédier à cet état, en lisant des articles sur la reconnexion émotionnelle, en cherchant des thérapies, en demandant à vos amis s'ils ont déjà ressenti cela, en essayant de nommer, de catégoriser, de résoudre. Mais et si cet état n'était pas un problème? Et si c'était exactement ce qui devait arriver? Parce que vous ne pouvez pas construire quelque chose de nouveau tant que vous êtes encore accroché à l'ancien. Vous ne pouvez pas découvrir qui vous êtes vraiment tant que vous vous identifiez encore au personnage. Et la seule façon de lâcher prise sur le personnage est de traverser cette période terrible où vous n'êtes plus le personnage, mais où vous ne savez pas encore qui vous êtes. Les mystiques ont un nom pour cela, la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du désespoir, c'est de la désorientation. C'est la dissolution de toutes les structures que vous utilisiez pour vous comprendre, vous définir, vous situer dans le monde. Et lorsque ces structures s'effondrent, vous êtes temporairement perdu. Mais être perdu n'est pas la même chose qu'être détruit. Vous ne vous désintégrez pas, vous vous désidentifiez.
Vous lâchez les couches qui n'ont jamais été vous. Et dans ce processus, vous êtes exposé, vulnérable, sans défense. Parce que toutes vos défenses faisaient partie de la performance. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi la seule façon d'arriver à quelque chose de réel. Car tant que vous êtes défendu, protégé, que vous jouez un rôle, vous ne pouvez être touché par rien de sincère. Vous ne pouvez être touché que par les choses qui confirment votre personnage. Mais lorsque vous lâchez tout cela, lorsque vous êtes complètement exposé, quelque chose de nouveau devient possible. Pas quelque chose que vous pouvez forcer, pas quelque chose que vous pouvez rechercher, mais quelque chose qui peut émerger lorsque vous cessez de l'empêcher. Et tant que cela n'émerge pas, vous restez dans le vide. Et le vide est difficile. Certains matins, vous vous réveillez et vous ne savez pas pourquoi vous vous réveillez. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'objectif clair. Juste un jour de plus que vous devez traverser sans trop savoir pourquoi. Vous allez au travail, vous discutez avec les gens, vous remplissez vos obligations, et tout fonctionne mécaniquement. Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes quelque part entre le personnage que vous étiez et la personne que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Et les autres le remarquent. Ils remarquent que vous êtes différent, plus distant, moins disponible émotionnellement. Et ils vous demandent « Tout va bien ?» Et vous répondez « Oui ». Parce que vous ne savez pas comment expliquer que vous n'allez pas mal, juste différent. Que vous n'êtes pas triste, juste absent. Que vous n'abandonnez pas, mais que vous n'arrivez plus à faire semblant. Et ils s'inquiètent, ou ils s'offusquent. Parce que votre absence émotionnelle affecte les systèmes relationnels dont vous faisiez partie. Vous ne remplissez plus votre rôle. Vous n'êtes plus le fils qui rassure, l'ami qui soutient, le partenaire qui subvient aux besoins. Vous existez simplement de manière minimale, et cela déstabilise tout le monde autour de vous, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière, parce que vous en savez trop, vous avez trop vu, et essayer de retrouver cette performance maintenant serait une violence envers vous-même. Alors vous restez, dans le vide, dans la transition, dans l'espace entre deux façons d'exister, et vous attendez, sans attendre quelque chose de spécifique, mais simplement en étant là, présent pour tout ce qui peut arriver, ou pour tout ce qui n'arrivera pas. Et petit à petit, très petit à petit, quelque chose commence à changer, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous commencez à remarquer de petites choses qui vous échappaient auparavant. La façon dont la lumière entre par la fenêtre, le vrai goût de la nourriture lorsque vous arrêtez de manger automatiquement, le silence qui n'est pas vide, mais complet. Ce sont de petites choses, insignifiantes. Mais il y a en elles quelque chose qui n'était pas dans l'ombre, quelque chose qui n'a pas de drame, pas d'intensité, pas de spectacle, mais qui est inexplicablement réel. Et vous réalisez, c'est peut-être ça. Peut-être que la vie que vous recherchez n'est pas une vie plus excitante, plus intense, plus remplie. C'est peut-être une vie plus réelle, plus simple, plus directe, une vie sans performance. Et cette vie n'a pas besoin de public. Il existe un type de peur que vous portez en vous sans vous en rendre compte. Ce n'est pas la peur d'être seul, c'est la peur d'être vu, complètement vu, sans retouche, sans ajustement, sans la protection du personnage que vous avez construit pour circuler dans le monde. Car tant que vous jouez un rôle, vous êtes en sécurité. Personne ne peut vraiment vous rejeter, car personne ne vous voit vraiment. Il ne voit que la version que vous présentez. Et si cette version ne suffit pas, vous pouvez simplement l'ajuster. Vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez ajouter plus de sourire, plus de patience, plus de disponibilité émotionnelle. Vous pouvez devenir tout ce qui est nécessaire pour conserver l'approbation. Mais que se passe-t-il si vous vous présentez sans tout cela? Et si vous montrez la personne que vous êtes, quand personne ne vous demande rien? La personne qui n'essaie pas de plaire, d'impressionner ou de rassurer? La personne qui est simplement elle-même, avec ses contradictions, ses limites, ses aspects gênants? Que se passe-t-il alors? C'est la question que vous avez évitée toute votre vie, et c'est exactement la question à laquelle vous devez faire face maintenant. Car le vide que vous ressentez ne disparaîtra pas tant que vous continuerez à vous relier aux autres à travers des masques. Vous pouvez attendre des mois, voire des années, mais si, lorsque vous sortirez enfin de cet état transitoire, vous recommencez à jouer le même rôle relationnel, le vide reviendra. Car ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un signe que vous ne pouvez plus vivre ainsi. Alan Watts avait une phrase dévastatrice à ce sujet. La seule chose qui vous empêche d'être vous-même, c'est la peur que si vous êtes vous-même, personne ne vous aimera. Et cette peur est réelle, parce que vous en avez la preuve. Vous avez des souvenirs de moments où vous vous êtes montré sans filtre et où vous avez été rejeté. Ou pire, ignoré. Vous avez été traité comme si vos besoins, vos limites, vos vérités étaient gênants. Alors vous avez appris.
Vous avez appris qu'être soi-même n'est pas sûr, qu'exprimer ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez vraiment, ne fait que générer de l'inconfort. Alors vous l'avez caché, et vous avez appelé cela de l'amour. Vous avez appelé cela de la maturité. Vous avez appelé cela savoir vivre en société. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était de la peur. Et maintenant, vous êtes à un point où vous devez choisir. Continuer à vous cacher et accepter le vide permanent, ou vous montrer sans garantie et risquer d'être vraiment rejeté. Car voici ce que personne ne vous dit. Certaines relations ne survivront pas à votre authenticité. Certaines personnes ne veulent de vous que tant que vous remplissez le rôle qu'elles attendent de vous. Tant que vous êtes le fils qui ne pose pas de questions, la fille qui ne dérange pas, l'ami qui est toujours disponible, le partenaire qui n'en demande jamais trop. Et quand vous cesserez d'être cela, quand vous vous montrerez comme une personne complexe avec vos propres besoins, avec des limites claires, ils s'éloigneront, et cela fera mal. Mais l'alternative est pire. L'alternative est de passer le reste de votre vie dans des relations où vous n'êtes jamais vu, où vous n'êtes jamais connu, où vous n'êtes aimé que tant que vous maintenez la performance. Et ce genre d'amour ne nourrit personne. Il ne fait qu'épuiser. Alors, que signifie se reconnecter sans performance? Cela signifie se montrer nu, émotionnellement nu. Cela signifie dire non lorsque la réponse honnête est non, même si cela déçoit quelqu'un. Cela signifie admettre « je ne sais pas » lorsque vous ne savez pas, au lieu de feindre la certitude. Cela signifie exprimer ses besoins sans s'excuser de les avoir. Cela signifie établir des limites sans les justifier de manière exhaustive. Et cela signifie avant tout accepter que certaines personnes n'aimeront pas cela. Elles vous trouveront égoïste. Elles diront que vous avez changé. Elles vous accuseront d'être distant, froid, différent. Et elles n'ont pas tout à fait tort. Vous êtes différent, parce que vous avez cessé de vous sacrifier pour les mettre à l'aise. Mais remarquez bien, leur inconfort n'est pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas là pour gérer les émotions des autres. Vous n'êtes pas là pour être la version de vous-même qui est la plus facile à gérer. Et quand vous comprenez cela, quand vous intériorisez vraiment que vous ne devez aucune loyauté émotionnelle à quiconque ne vous accepte que sous une forme édulcorée, quelque chose change. Vous cessez de vous excuser d'exister. Vous cessez d'essayer d'être moins gênant, moins exigeant, moins compliqué. Vous cessez de comprimer votre vérité pour vous adapter à des espaces réduits. Et vous commencez à occuper l'espace dont vous avez réellement besoin. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Certaines personnes s'éloignent vraiment, et cela fait mal. Mais en même temps, vous ressentez un soulagement inattendu, parce que vous réalisez que ces relations n'ont jamais été réelles. C'étaient des transactions, des accords implicites. Je fais semblant d'être celui dont tu as besoin. Tu fais semblant d'être celui dont j'ai besoin, et personne n'est blessé. Mais ce n'est pas une relation, c'est du théâtre mutuel. Et quand le théâtre s'arrête, quand tu arrêtes de jouer la comédie, il ne reste que les personnes qui t'aiment vraiment, pas la version éditée. Toi, avec tous tes inconvénients, toutes tes limites, toutes tes vérités inconfortables. Et ces personnes sont rares, beaucoup plus rares que vous ne le souhaiteriez, mais elles existent. Et la différence entre être avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes et être avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes vraiment, c'est la différence entre un soulagement temporaire et une présence authentique. Car avec ces personnes, vous n'avez pas besoin de calculer chaque mot. Vous n'avez pas besoin de mesurer chaque réaction. Vous n'avez pas besoin d'être constamment attentif pour ajuster votre comportement. Vous pouvez simplement être, et être suffit. Mais jusqu'à ce que vous trouviez ces personnes, ou jusqu'à ce que vous découvriez si les personnes qui font déjà partie de votre vie peuvent vous accepter sans que vous ayez à jouer un rôle, vous traverserez une période de solitude. Pas la solitude d'être seul, mais la solitude de ne pas être vu par personne parce que vous avez cessé de vous montrer sous un jour édulcoré. Et cette solitude est nécessaire, car c'est en elle que vous vous trouvez enfin. Watts appelait cela la solitude, différente de la solité. La solité est une absence douloureuse de connexion. La solitude est une présence totale à soi-même, et vous ne pouvez atteindre la solitude que lorsque vous cessez de rechercher une validation extérieure, lorsque vous cessez de mesurer votre valeur à la réaction des autres, lorsque vous cessez d'avoir besoin d'un public pour vous sentir réel. Et dans cette solitude, quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant commence à émerger, un sentiment de bien-être qui ne dépend de personne. Ce n'est pas de la joie au sens conventionnel du terme, ce n'est pas de l'excitation, ce n'est pas cet enthousiasme artificiel des performances réussies, c'est quelque chose de plus calme, de plus profond.
C'est le sentiment que vous allez fondamentalement bien, même sans validation, même sans approbation, même sans que personne ne vous regarde. Watts décrivait cela comme le moi qui existe avant tout rôle social, le moi qui est simplement, sans avoir besoin d'être quelque chose de spécifique. Et il disait que la plupart des gens ne connaissent jamais ce moi, parce qu'ils ne passent jamais assez de temps seuls avec eux-mêmes. Ils courent toujours vers la prochaine validation, vers la prochaine performance, vers la prochaine confirmation de leur existence. Mais quand vous arrêtez de courir, quand vous restez, quelque chose se révèle. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de la joie dont vous pensiez avoir besoin. Vous n'avez pas besoin des relations superficielles qui remplissaient auparavant votre agenda. Vous n'avez pas besoin de l'approbation constante qui vous motivait auparavant. Vous n'avez besoin que de vous-même, présent, entier, réel. Et à partir de là, vous pouvez recommencer à nouer des relations, mais d'une manière complètement différente, sans plus chercher à vous compléter chez l'autre, sans plus essayer de combler des vides, sans plus jouer des versions éditées de vous-même, mais simplement en vous montrant tel que vous êtes, et en laissant l'autre faire de même. Et s'il y a une rencontre, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, parce que vous n'êtes plus disposé à échanger votre authenticité contre de la compagnie. Vous avez passé votre vie à croire à un mensonge. Pas un mensonge que quelqu'un vous a délibérément raconté, mais un mensonge implicite, absorbé à travers des milliers de petites interactions, de messages sociaux, d'attentes familiales. Le mensonge est le suivant: vous n'êtes réel que lorsque quelqu'un vous regarde. Vous n'avez d'importance que lorsque quelqu'un vous valide. Vous n'existez pleinement que lorsqu'il y a un public qui confirme votre existence par son approbation, sa reconnaissance, sa réaction émotionnelle. Et ce mensonge vous a emprisonné dans des cycles interminables de performance. Parce que si vous n'êtes réel que lorsque vous êtes vu, alors vous devez être constamment visible, constamment disponible, constamment en train de représenter quelque chose qui mérite d'être regardé. Mais, et si cela n'avait jamais été vrai, et si vous aviez toujours été réel, avec ou sans public? Alan Watts a consacré des décennies à explorer ce qu'il appelait la conscience primaire, l'état d'existence qui précède tout rôle social, toute identité construite, toute performance. Il disait que la plupart des êtres humains n'en font jamais l'expérience, parce qu'ils confondent identité et fonction. Ils confondent être et faire. Vous pensez que vous êtes un enfant parce que vous remplissez les fonctions d'un enfant. Vous pensez que vous êtes un ami parce que vous agissez comme un ami. Vous pensez que vous êtes un professionnel, un partenaire, un citoyen, parce que vous jouez ces rôles. Mais Watts posait la question suivante. Et quand vous ne jouez aucun rôle? Quand il n'y a pas de fonction à remplir, de rôle à jouer, d'attente à satisfaire, qui êtes-vous alors? Et la réponse effrayante pour la plupart des gens est « je ne sais pas », parce qu'elles ne sont jamais restées assez longtemps hors de la scène pour le découvrir. Mais vous êtes hors de la scène maintenant. Non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous n'avez plus réussi à maintenir la performance. Et dans cet endroit sans repère, sans structure, sans rôle défini, vous avez l'occasion la plus rare qui soit, découvrir qui vous êtes quand personne ne vous demande rien. Et la première chose que vous découvrez est surprenante. Vous existez toujours, même sans validation extérieure, même sans approbation, même sans personne pour confirmer votre valeur par des réactions émotionnelles. Vous êtes toujours là. Vous respirez, vous pensez, vous ressentez, vous existez. Et cette existence n'a pas besoin de justification. Elle n'a pas besoin d'être productive, impressionnante, utile. Elle n'a pas besoin de plaire à qui que ce soit. Elle n'a pas besoin de servir un quelconque objectif social. Elle est simplement là. Et il y a une liberté dévastatrice dans cette simplicité. Parce que cela signifie que vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez arrêter de vous efforcer d'être aimé. Vous pouvez arrêter d'ajuster votre comportement pour répondre aux attentes. Vous pouvez arrêter de mesurer votre valeur à l'aune de l'approbation que vous recevez. Vous pouvez simplement exister, et cela suffit. Mais cette liberté a un prix. Le prix à payer est de renoncer à certaines relations. Parce que certaines personnes ne peuvent établir des relations qu'avec des fonctions. Elles ne savent pas quoi faire de vous lorsque vous ne remplissez pas le rôle attendu. Et lorsque vous apparaissez simplement en tant que personne, sans fonction définie, sans performance à offrir, elles sont perdues, mal à l'aise. Et finalement, elles s'éloignent, et vous devez les laisser partir, sans colère, sans ressentiment. Mais en comprenant qu'elles sont elles aussi prisonnières de leur propre performance. Et peut-être qu'un jour elles s'éveilleront, comme vous vous êtes éveillé, ou peut-être pas. Mais ce n'est pas votre responsabilité.
Votre responsabilité est d'arrêter de vous trahir pour maintenir des relations qui ne fonctionnent que tant que vous jouez un rôle. Et quand vous arrêtez vraiment de jouer un rôle, que reste-t-il? Au début, comme vous le savez déjà, il reste le vide. Cet immense espace où auparavant régnait l'agitation constante de la recherche de validation, de l'ajustement du comportement, du maintien de l'approbation. Mais si vous restez assez longtemps dans le vide, sans essayer de le combler, quelque chose commence à apparaître. Ce n'est pas la joie au sens où vous la connaissiez, ce n'est pas l'enthousiasme, ce n'est pas cette émotion intense qui vient des conquêtes, de la reconnaissance, des moments dramatiques. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond. Watts appelait cela l'okayness fondamentale. Le sentiment que, malgré tout, malgré les imperfections, les incertitudes, les pertes, vous allez fondamentalement bien. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous êtes entier. Vous n'êtes plus divisé entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. Vous n'êtes plus épuisé à force de jouer un rôle. Vous n'êtes plus en quête d'une validation qui ne vient jamais de manière satisfaisante. Vous êtes simplement là, présent, réel. Et cela n'a pas besoin d'être vu par quelqu'un d'autre pour être vrai. Ainsi, la reconnexion que vous recherchez ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de la rencontre avec les bonnes personnes, les relations idéales, les connexions parfaites. La reconnexion vient de l'intérieur. Elle vient de la reconnexion avec la partie de vous qui a toujours été entière, toujours présente, toujours bien, mais que vous avez abandonnée pour vous adapter à des espaces restreints, pour plaire à des publics, pour être aimé de manière conditionnelle. Et lorsque vous vous reconnectez avec cette partie, quelque chose change dans vos relations. Vous cessez de chercher des personnes pour combler vos vides, parce qu'il n'y a plus de vide à combler. Vous cessez de négocier votre authenticité contre de la compagnie, parce que la solitude honnête vaut mieux que la compagnie factice. Vous cessez de tolérer les relations qui vous rabaissent, qui vous demandent une performance constante, qui ne vous acceptent que sous une forme édulcorée. Et certaines relations prennent fin, pas dans une explosion, mais dans un éloignement naturel. Et vous les laissez partir, parce que vous savez que retenir des personnes qui ne veulent que votre performance est une violence envers vous-même. Mais d'autres relations, peu nombreuses mais réelles, s'approfondissent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Parce que maintenant, vous vous montrez tel que vous êtes vraiment, vulnérable, imparfait, humain. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous montrez vraiment sans masque, vous permettez à l'autre de faire de même. Et là, pour la première fois, il peut y avoir une véritable rencontre. Pas entre des personnages, mais entre des personnes. Et cette rencontre ne génère pas la joie performative que vous pensiez vouloir. Elle génère quelque chose de mieux, une présence mutuelle, le sentiment d'être avec quelqu'un et d'être simplement soi-même, sans calcul, sans ajustement, sans performance. Et cela est plus rare et plus précieux que toute validation extérieure, car la validation externe vous apporte un soulagement temporaire. La présence authentique vous apporte un repos permanent. Et c'est peut-être cela que vous recherchiez depuis tout ce temps. Pas une joie fabriquée, pas une excitation constante, pas une approbation intermittente, mais simplement la possibilité d'exister sans avoir à prouver quoi que ce soit, d'être aimé non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes, de vous reposer dans votre propre existence sans craindre qu'elle ne soit pas suffisante. Et lorsque vous trouvez cela d'abord en vous-même, puis peut-être dans quelques relations réelles, vous réalisez que le vide n'a jamais été une perte, c'était un nettoyage. C'était l'espace nécessaire pour que quelque chose de vrai puisse émerger. Et ce qui émerge n'est pas la joie que vous avez perdue, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant, la liberté d'exister sans public. Et dans cette liberté, vous découvrez que vous n'avez jamais eu besoin d'une scène. Vous avez toujours été suffisant, juste en étant. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez reconnu ce schéma de vide dans vos relations, d'anesthésie émotionnelle face à des personnes que vous devriez aimer, laissez votre réflexion dans les commentaires. Quand avez-vous permis pour la dernière fois d'être vu sans jouer un rôle? Quand vous êtes-vous montré pour la dernière fois vraiment sans craindre de ne pas être suffisant? Pas besoin d'une réponse élaborée, juste une observation honnête. Parce que parfois, le simple fait de nommer ce que nous vivons est déjà le premier pas pour sortir du théâtre. Et si cette vidéo vous a touché, si elle vous a aidé à nommer un schéma qui était auparavant invisible, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait vivre la même chose. Parce que la reconnaissance collective a un pouvoir unique. Elle montre que vous n'êtes pas seul dans cette traversée. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience
est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.